Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis, comme chaque semaine, encore heureux de vous retrouver pour le 52e épisode du podcast À côté de mes pompes. Alors en ces premiers jours de juillet, les vacances arrivent peut-être pour vous, l'occasion d'accentuer vos entraînements ou de les relâcher. Pour moi, j'ai encore une quinzaine de jours à réaliser avec des réunions, des préparations pour la rentrée prochaine et ce sera enfin l'heure des vacances. Mais pour ma part, ce ne sera pas une période de coupure. Les séances et les gammes vont se répéter afin de conserver cet état de forme actuel. Alors je touche du bois, malgré un volume d'entraînement qui est monté crescendo sur ces dernières semaines, pas de bobo à l'horizon. J'ai juste fait un petit passage chez Bruno, mon podologue, qui était passé donc dans le podcast il y a quelques semaines, pour refaire mes semelles qui étaient en fin de vie, donc l'été s'annonce plutôt bien. Alors si je me retourne sur ce mois de juin écoulé, le volume d'entraînement a quand même été intéressant puisque j'ai dû réaliser environ 200 km avec une grosse semaine pour finir le mois. Il y a eu des sorties qui ont été longues, proches presque du semi-marathon, du bitume, de la piste, des sorties très matinales, des séances également biquotidiennes, donc une séance le matin, une séance le soir. J'ai effectué un peu de vélo et même j'ai remis enfin les pieds à la salle de sport. Donc pour vous dire que ça a été un mois relativement complet avec, vous l'avez vu, des chaleurs, des périodes où la météo était pas forcément très clémente, mais bon, on s'adapte et c'est bien là l'essentiel. Alors certes, j'aime bien l'entraînement, mais comme je l'évoquais avec David, mon coach, en début de semaine, il va me falloir trouver un dossard à accrocher. L'entraînement, c'est beau, c'est bien, c'est joli, mais à un moment donné, il faut quand même aller se confronter à la compétition. Alors je regarde un petit peu ce qui se passe autour de la maison, sur mes futurs lieux de vacances. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé une course à me mettre sous la dent et qui puisse surtout se caler avec l'agenda familial. Alors j'espère pouvoir prendre part dans les semaines à venir à une compétition, que ce soit sur 5, 10 ou 15 km et enfin goûter de nouveau à l'ambiance des pelotons. Alors j'avais ciblé une course, mais on est tellement affamé de macadam que les 250 dossards ont été attribués avant même le début de la course, donc il n'y aura pas d'inscription sur place, ce qui fait que je vais devoir patienter encore un petit peu. Alors, n'hésitez pas à venir sur les réseaux, Facebook, Instagram, rejoignez cette communauté qui grossit au fur et à mesure des semaines pour qu'on puisse discuter de vos objectifs tout en gardant le plaisir de courir, c'est bien là l'essentiel. Alors j'avais une petite question pour vous. Est-ce que vous prenez soin de vous ? Est-ce que vous pratiquez les automassages ? Mon invité du jour, en la personne de Laurence Le Goff, en a fait sa spécialité. En effet, après avoir exercé diverses activités, Laurence dispose aujourd'hui d'une d'une triple casquette. Aide-soignante à ses heures et passionnée par ce métier, au contact des personnes qu'elle accompagne, Laurence s'est orientée vers la masso-relaxologie. Alors cela consiste à réaliser des massages à destination des sportifs, que ce soit avant une course ou en récupération. Laurence est une véritable experte en la matière. Ces soins visent donc à assouplir le muscle ou à le drainer afin d'optimiser une future course ou à faciliter la récupération. Alors, l'autre casquette avec laquelle Laurence aime jongler, c'est celle d'ambassadrice de la marque Kalenji. Après avoir travaillé pour l'enseigne Decathlon, elle propose des initiations, des accompagnements en trail pour des sportifs et des sportives qui débutent. En quelques mots, c'est une passionnée puisque sa troisième casquette, c'est d'aimer le trail et d'avoir réalisé de nombreuses compétitions, de nombreux raids aux quatre coins de la France mais également à l'étranger. Alors, je vous laisse entre les mains de Laurence Le Goff, masso-relaxologue et ambassadrice Kalenji. Belle écoute à vous! Bonjour Laurence, merci d'être l'invitée du podcast aujourd'hui. On va parler encore course à pied puisque c'est le cœur du podcast, mais on va aborder une discipline que tu pratiques et qui consiste à apporter des massages relaxants aux coureurs et aux sportifs. Donc, merci d'être l'invitée aujourd'hui. Bonjour, enchantée. Alors, je vais te laisser te présenter. Bon, c'est l'état civil, un petit peu comme j'en ai l'habitude sur les épisodes. D'où tu viens, qui tu es et en termes de relations de famille, est-ce que tu es mariée, est-ce que tu as des enfants? Donc, je te laisse te présenter.
Alors, je suis paxée avec 4 enfants puisque nous sommes en famille recomposée. Donc, j'ai une fille de 21 ans et un fils de 18 ans, une belle fille de 23 ans et une autre de 18 ans, 19 ans, pardon. Elle m'en voudra sinon. Voilà, je suis née à Fougères, en Ille-et-Vilaine, et mes parents, pour des raisons professionnelles, sont venus s'installer dans la Sarthe. Donc voilà, après, j'ai fait toutes mes études à Château-du-Loir, collège, lycée, puis je suis allée à la faculté à Tours. Et depuis, je n'ai plus jamais quitté Tours, on va dire. Alors, au niveau formation professionnelle, qu'est-ce que tu as fait après cette fac d'anglais, il me semble, sur Tours? Tout à fait. Alors, disons qu'à la base, je voulais être infirmière et puis, suite à un bac littéraire, on m'a dit, ah non, non, c'était pas possible à l'époque, il fallait avoir un bac S ou F8. Du coup, je me suis orientée vers la fac d'anglais puisque étant moitié-moitié, puisque ma mère est anglaise, j'étais bilingue et c'était un peu la solution de facilité, mais ceci dit, ça n'a pas été si simple puisque j'ai passé 3 fois mon CAPES et je ne l'ai pas eu et je crois que ça m'arrangeait bien parce que j'étais pas faite pour être prof d'anglais en tout cas. Voilà, c'est plutôt ma langue maternelle, mais pas, j'étais pas faite pour l'enseigner. Du coup, entre-temps, j'étais aussi étudiante avec un petit boulot à côté d'appoint et je travaillais chez Decathlon. Très vite, je me suis pris au jeu, j'étais dans mon élément, le sport, voilà, je vendais du rêve et du loisir, et puis je pouvais partager. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter la fac et de travailler à temps plein chez Decathlon et de m'y investir. Et là, je suis devenue formatrice vente. Ensuite, je suis revenue après quelques années passées chez Decathlon à mes premiers amours. J'ai décidé suite à un FONGECIF, de devenir aide-soignante et de réintégrer un petit peu le parcours initial que je voulais prendre. Et au final, aujourd'hui, je suis encore aide-soignante et je n'ai jamais voulu passer le cap finalement pour devenir infirmière puisque j'adore mon travail d'aide-soignante. Voilà, c'est une vraie vocation. Alors, une vocation, oui, c'est ce que tu souhaitais faire dès Oui, ta plus tendre ouais. enfance. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Je savais que c'était enfin, infirmière, en tout cas, enfin, dans l'idée qu'on a quand on est une petite fille, on ne dit pas aide-soignante, on se dit infirmière, hein, voilà. Mais oui, gamine, bah, j'avais construit une tente avec une croix rouge dessus, et puis les copains faisaient semblant de tomber à vélo, puis je leur mettais des pansements, puis du rouge partout. J'avais la fibre. Donc déjà, de prendre soin des autres, c'était au cœur de tes préoccupations et de tes activités, même en tant qu'enfant. Oui, en fait, on réfléchit pas. Je m'occupais de ma grand-mère. Je faisais même la toilette alors que j'avais 10 ans. Je me suis beaucoup occupée de mes aînés et j'étais toujours là à m'occuper des autres. C'était spontanément, en fait. On réfléchit pas, quoi. Et puis, voilà, je suis dans mon élément quand je m'occupe des autres. Mhm. Alors, ton lien avec le sport, est-ce qu'il est apparu au moment où tu as intégré l'entreprise Decathlon en tant que vendeuse et spécialiste du rayon running, ou est-ce que tu avais déjà expérimenté une pratique sportive ou des pratiques sportives dans ta jeunesse? Alors, dans ma jeunesse, j'ai toujours aimé le goût et l'effort, le dépassement de soi. Je traînais beaucoup avec les garçons et pas beaucoup avec les filles. Je m'y retrouvais pas dans les conversations et les activités liées aux filles de mon âge. Donc, je traînais pas mal avec les scouts. Moi, j'adorais grimper aux arbres, construire des cabanes, sauter dans les flaques, faire du vélo. Et je me souviens d'ailleurs, quand j'étais énervée, bah, je grimpais des côtes pour me calmer. Ça n'existait pas à l'époque, les clubs cyclistes pour enfants ni pour filles. Et puis, arrivé en sixième, bah, j'ai décidé d'intégrer une discipline plutôt féminine, puisque c'était la GRS, hein, gymnastique rythmique et sportive, en UNSS. Et très rapidement, notre coach s'est avéré être très ferme, très dur, mais on avait des résultats et on a très vite fini sur les podiums. Et je l'ai pratiqué de l'âge de 12 ans à 18 ans. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'il fallait beaucoup s'entraîner, mais que tout cela avait un prix et on avait un résultat derrière, puisqu'on a fini championne de France devant les UREPS et STAPS, qui ne comprenaient pas d'où on venait, d'où on sortait, le petit village irréductible gaulois, là, voilà, qui a fini sur les podiums. Donc, ouais, la GRS m'a vraiment amené
à me dépasser, à me surpasser. On avait entraînement tous les midis, tous les mercredis après-midi, les jeudis soirs et les compétitions ensuite. Dans un véritable sport-études, alors que je n'y étais pas, quoi. Alors la course à pied, est-ce qu'elle s'intégrait dans cette pratique de la GRS ou est-ce qu'elle est venue un petit peu plus tard, au moment où tu as attaqué les études à l'université? Alors, pas du tout. Parallèlement à la GRS, je faisais beaucoup de stages de danse, puisqu'à l'époque, de toute façon, à Château-du-Loir, hein, à part le foot, il y avait danse. Mais très vite, je me suis orientée vers des danses qui demandaient beaucoup de cardio et de physique. Et du coup, quand je suis arrivée à Tours, j'ai intégré une salle de remise en forme où on faisait de l'aérobic à l'époque, ce qui m'a beaucoup plu par le côté cardio. J'ai un jour décidé sur un pari avec une copine de faire les 10 km de Tours. Je ne savais pas du tout ce que c'était avant la course à pied. Et au final, je m'en suis bien tirée pour une première sans entraînement. Donc, j'y ai pris goût. J'ai commencé à faire toutes les petites courses locales, la course de l'Europe, enfin voilà, tous les 10 km qui pouvaient exister. Et je me suis servi en fait de tout ce que j'avais appris lors de ma formation GRS. Et mon cardio que je travaillais finalement en salle de fitness m'a permis de continuer et de vouloir faire toujours plus en course à pied, du coup. On peut faire un 10 km, commencer par une première course sans jamais avoir couru, mais avec un cardio qui était vraiment rodé aux épreuves et à l'endurance. Après, il y a 10 km et 10 km. Il y a ceux qui veulent se fixer un chrono. Moi, je partais pour faire 10 km sans m'arrêter, sans savoir vraiment où j'allais mettre les pieds. Alors, j'étais vraiment novice à l'époque, hein. Je trouvais l'ambiance géniale. Disons que j'ai pas peiné. Donc, je me suis dit, bon, bah, déjà, c'est bien si, voilà, je pense que soit on a la possibilité de faire, il y en a d'autres qui vont avoir plus de mal. Bon, je pense que tout ce que j'ai fait avant aussi dans ma jeunesse y a contribué. J'ai un bon cardio, un bon foncier. J'ai fait beaucoup de vélo. Je pense que ça y a joué, hein. Voilà. Tu termines ce 10 km en combien de temps? Si c'était cette première course que tu Eh menais? ben, j'étais de mémoire à, alors je crois que c'était 49 minutes. Ce qui est Donc déjà un pour une très très bon première, temps pour une première, oui. j'étais contente. Voilà. Bon, après, c'était pas le temps qui m'importait, mais comme je n'avais pas vraiment de repères, je me souviens, on m'avait dit, oh bah dis donc, c'est bien pour une première fois. Du coup, ça m'avait donné confiance en moi. Et puis courir 10 bornes, je trouvais ça sympa en fait. Et j'ai commencé à m'entraîner toutes les semaines avec un groupe de copains. Et puis, de fil en aiguille, voilà, j'ai continué. J'ai eu des moments de pause aussi où je suis redevenue prof de fitness dans les salles de remise en forme, où j'étais prof de danse après dans les associations le soir, où je suis devenue prof de salsa dans un bar aussi. Donc, mes premiers amours de la danse reprenaient le dessus parce qu'au bout d'un moment, finalement, je m'ennuyais sur la route. C'était ça le truc. Et quand j'ai découvert le trail, ça a été voilà, une révélation. Alors, combien de temps tu as pratiqué justement cette course à pied avant de basculer, on va le voir, vers le trail et les grands espaces? Alors, un long moment, puisque j'ai découvert en fait le trail très tardivement. Avant ça, je faisais du raid, mais j'ai commencé en fait en tout et pour tout il y a 15 ans, quoi. Il y a 15 ans seulement, j'ai découvert en faisant un raid. Je ne sais pas du tout ce que c'était, mais on m'avait dit il y a du VTT, il faut courir, il faut chercher des balises et tu vas voir, c'est chouette. Bon, bah, je m'inscris, je suis avec un copain en binôme qui finalement ne peut pas le faire. Je trouve quelqu'un d'autre, une nana que je ne connais pas, qui était une super athlète en plus, donc j'avais un peu la pression. Bon, et finalement, on finit, je crois, troisième, donc super contente. J'ai passé un super moment et alors là, pour le dépassement de soi, j'ai dégusté. Voilà, c'est vraiment chouette. Et ça m'a donné envie d'en faire d'autres. Et puis, le problème, c'est qu'après, je me retrouvais souvent en binôme avec des hommes. Et en VTT, ils ont peur de rien, quoi. Mais moi, je n'ai pas de technique en VTT. Voilà, je suivais, quoi. Et je me suis pris quand même plusieurs gadins. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que ça Et t'a causé quelques ouais, bobos, ouais, quelques ouais. désagréments? Bah oui, c'est ça. Le problème, c'est que le lundi, il fallait que j'aille bosser et je finissais avec des straps, des attelles. J'avais strappé des blocs de glace à mes genoux alors que j'avais un épanchement. Bon, ça devenait n'importe quoi. Donc, je me suis dit, bon, je vais peut-être
faire les choses plus calmement et puis m'orienter peut-être vers autre chose. Et en fait, à ce moment-là, il y a un copain qui m'a dit, bah, essaye le trail. Il y a d'ailleurs le trail du Sancy qui a lieu. C'est super sympa. Viens avec nous. Donc, je m'inscris au trail du Sancy, pareil, sans savoir ce que c'était vraiment. Je n'avais pas couru outre mesure en dehors, plus que ça. Je ne savais pas trop comment travailler, justement. Hein. J'étais voilà, complètement nouvelle dans le domaine. Donc, bascule totale de la route. Ensuite, les raids qui t'ont offert un petit côté découverte et ce côté aventure. Et là, en trail, qu'est-ce que tu as trouvé qui te manquait justement sur la route? Tu disais être un petit peu lassé par le Bah, bitume. déjà, avec les raids, ce qui m'a énormément séduit, c'est le côté nature. Parce que je me retrouvais gamine dans les bois, en train de grimper aux arbres, sauter dans les flaques, les fossés, aller chercher la balise. De l'autre côté, la flaque de boue, avec le tir à l'arc, le canoë, sauter dans l'eau. Enfin, voilà. Tout ce qui est un petit peu parcours du combattant, ça me plaisait énormément. Un petit côté kamikaze quand même, non? Ouais, je sais pas trop, mais j'adore. Du coup, j'avais fait aussi les 11 insurmontables à Chinon, donc ça m'a énormément plu aussi. Et le trail, en fait, j'ai retrouvé l'aspect nature déjà, le dépassement de soi. J'ai découvert, bon, je savais que j'avais un mental, mais j'ai découvert que j'avais un mental hors norme quelque part parce que euh, parfois, je suis quand même allée à des épreuves sans vraiment trop bien m'entraîner parce que je ne pouvais pas à cause mille et une choses et me dire, bon, tu pars faire une grosse randonnée. Si tu dois abandonner, tu abandonnes, mais tu prends plaisir. Voilà, le maître mot, c'est prendre plaisir. Donc, mon premier, donc, c'était le Sancy hivernal. Avec des Donc, conditions finalement, peut-être un petit c'est peu ça, particulières, la neige, enfin le froid, une la condition neige, hivernale, vraiment, oui. le blizzard. Voilà, donc j'ai découvert ce que c'était que de courir comme on peut dans la neige. D'avoir très froid aux pieds, très froid aux doigts, et puis de sentir le blizzard sur son visage, et puis d'avancer comme des exilés dans la neige en suivant la trace de l'autre devant, et on se dit c'est un truc de ouf. Mais qu'est-ce que c'est bon! Et comme c'était extrême, j'avais du mal à redescendre de ma montagne, quoi. Et j'en voulais toujours plus. Du coup, je me suis réinscrite d'office à un autre trail, et je crois que de mémoire, c'était en Bazac. Ouais, donc Et dans la là, région de Limoges, les gendarmes c'est et les ça, voleurs de voilà. temps. Toujours embarquée par des copains, je suivais. Et là c'est pareil, conditions extrêmes, ils n'ont jamais eu autant de flotte. Ils flottent souvent, hein, mais là, les bénévoles nous disent non, on peut même pas laisser partir les chevaux, tellement ça glissait. Déjà, dès le départ, on était tous avec les sacs poubelles, on ne pouvait pas courir tellement ça glissait. Et j'ai fini l'épreuve avec un gars qui avait une entorse au pied droit et l'autre une entorse au pied gauche. Donc, je les ai supportés jusqu'à la fin, parce que je fais toujours mon aide-soignante, hein, c'est Oui, plus fort on que voit que moi. ça te suit, même sur les courses, tu Ah, accompagnes toujours, mais façon toujours. voiture balai. Ouais, en fait, je peux pas laisser quelqu'un sur la touche, j'ai du mal. Donc, voilà, moi, je suis pas dans le chrono. J'ai passé l'âge. Je suis plutôt là pour passer un bon moment, être dans le plaisir et puis partager un truc assez fort et le partager tant qu'à faire avec d'autres personnes. Et puis, j'aime bien aider les autres à finir et puis les aider à se dépasser et leur donner confiance en eux aussi, quoi. Donc, ça laisse des souvenirs impérissables. Alors jusqu'à quelle distance tu as, parce que tu dis, je suis dans l'extrême, donc après un trail au Sancy, on peut imaginer qu'en Bazac c'était plus long, mais jusqu'à quelle distance tu es monté? Parce qu'on voit des trailers qui, au fur et à mesure des courses, en veulent toujours Ouais. plus. Est-ce que ça a été ton Alors, cas? après, il y a distance et dénivelé. Le Sancy, pour moi, c'était extrême parce que c'était le premier, c'était dans la neige et c'était 20 kilomètres. Ensuite, en Bazac, je crois que c'était 35-37. Et après, ça a été le trail du bout du monde que j'ai partagé avec un copain de A à Z. Et c'était le format 37 aussi, hein, mais par la canicule. Donc, c'était mon premier trail. Il faisait très, très chaud. Et à l'arrivée, je me rendais compte que j'avais encore du jus. Donc, mais il suffisait que je passe un cap, en fait, que quelqu'un me dise, allez, vas-y, t'es capable. Et puis, du coup, j'ai commencé à en faire d'autres, mais en montagne.
Là, effectivement, il y a distance, mais il y a dénivelé. Comment on s'entraîne quand on habite dans la région de Tours, qui est à peu près identique à celle où j'habite, du côté d'Orléans et de Blois. Le pays plat. Comment on fait pour trouver du dénivelé et Ouais, c'est arriver ça. justement bien préparé sur ces courses de montagne qui offrent un terrain de jeu complètement différent? Alors moi, c'est simple. Dès que j'ai un week-end, je pars le plus possible faire un week-end montagne ou sur le GR34, comme là, il n'y a pas si longtemps, on a fait un 40 km de plein neuf à Saint-Brieuc, où ça relance non-stop, où c'est cassant, où c'est technique, où il y a des marches. Et puis sinon, il y a le Mont d'Or qui est pas très loin. Donc, on peut partir sur un week-end voilà, pour crapahuter sur 2 jours. Et puis, si on doit s'entraîner en local, bon, moi, j'habite des bois non loin de chez moi, à Nouzilly, qui offre un peu de dénivelé, ou tout du moins, quand on a une côte, on va pouvoir la monter plusieurs fois. Et moi, je travaille surtout, pas tant sur des chemins, mais sur des talus. Voilà, je les monte, je les descends, je les arpente, je monte, je les descends. Comme ça, je travaille aussi en technicité et en descente. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé de plus difficile? Toi qui sors donc de la GRS, tu as œuvré dans de nombreuses salles de sport pour faire monter le cardio. Pratiquer le trail, quelles seraient les qualités qu'il faut et les domaines qu'il faut, on va dire, compléter, qu'il faut en permanence visiter pour être dans de bonnes conditions? Euh, je me suis pas trop posé la question en fait en sortant de la GRS quand j'ai fait les 10 km de tour et puis après le cardio en salle, je le montais assez haut quand même. D'ailleurs, j'avais un groupe d'acharnés. À l'époque, c'est marrant parce que maintenant on a des salles en fait qui font ce genre d'exercice. Et c'est vrai qu'à l'époque, on était un peu novices, on faisait du assis debout couché, on appelait ça un petit peu, ça s'appelait Uber Peas. Et je travaillais en même temps simultanément avec les steps. Je les faisais sortir de la salle pour courir, je les faisais revenir faire des jumps, des dips, etc. Et, euh, et du coup, ce type de gainage cardio m'a quand même bien servi. À côté de ça, je fais beaucoup de vélo de route. Enfin, je faisais beaucoup de vélo de route à l'époque, du coup, pour la transition, parce que j'aime ça. Et puis, j'allais courir tout simplement voilà, dans les bois. Et les trails que je faisais en local ou dans les montagnes de 30 km me servaient d'entraînement pour mon objectif final annuel, qui D'accord. était plus haut. Ouais, dans ta programmation, tu avais vraiment un gros objectif Ouais, avec c'est des ça. objectifs intermédiaires, soit dans Ouais. la région, soit un petit peu en montagne, mais de durée un petit peu et de longueur un petit peu plus courte. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que l'objectif final était quand même beaucoup plus élevé en termes de kilomètres et de dénivelé à chaque fois. Mm. Donc, c'est une préparation progressive. Et quels ont été les trails de montagne auxquels tu as participé qui te laissent encore aujourd'hui de très très bons souvenirs? Mon premier trail montagne, ça a été la Maxi Race. Voilà, c'était le premier. Donc, je me souviens d'une chose, il n'y avait pas autant de monde que maintenant. Il y avait pas, il y avait déjà un peu la queue sur les crêtes, mais pas tant, pas tant que ce qu'on peut voir maintenant. Et sinon, c'était quoi? C'était un 47 km. Voilà, il y a eu les Templiers aussi. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? J'en ai fait plusieurs. Bon, l'échappée belle. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? J'ai fait aussi le Sancy estival, le Trail des Piqueurs tous les ans. Ça, c'est mon coup de foudre, mon chouchou. Euh, En fait, j'en ai fait quand même pas mal. Hein. J'aurais dû lister. Oui, ça fait quand Et même une belle brochette de trails qui sont, au vu des noms, de ce que j'entends. Moi, je suis pas spécialiste du trail, je suis plutôt là, je te donne les plus connus. Hein. oui, un routier, Euh, mais voilà, tu as déjà une belle collection à ton actif. Disons que j'en faisais à peu près 3 à 4 par an. Le quatrième étant l'objectif. J'avais un trail en automne et j'avais après un trail, on va dire, au niveau ouais, printemps, été. Et souvent, c'était fin août qu'il y avait lieu l'ultra. Voilà. Donc, et puis, arrivé l'hiver, c'était plutôt une pause et puis une petite reprise tranquille après Noël. Voilà. Donc, je donne toujours à peu près comme ça. Et entre-temps, il y a des grosses randos, des treks qui permettent de travailler aussi en endurance. Et puis,
Ça permet d'augmenter aussi un peu au niveau des quadrilles, surtout avec une charge sur le dos, le sac à dos. C'est une bonne prépa aussi. Alors, est-ce que tu pratiques ces entraînements toujours seul ou est-ce que tu t'es rapproché d'un club, d'un groupe pour favoriser l'émulation? Je m'entraînais toute seule. Bon, après, mon conjoint est un ultra-trailer, donc bon conseil. Et puis, bon, ayant un niveau au-dessus, c'est vrai que courir avec quelqu'un qui court plus lentement, c'est compliqué. Mais en fait, je me suis approprié mon propre entraînement parce que très souvent, en étant avec des groupes, je m'y retrouvais pas forcément et puis ça me correspondait pas. Et puis, il y avait les déplacements aussi. Moi, j'ai un bois à côté de chez moi, donc j'allais pas aller de l'autre côté de Tours pour aller courir autour du lac, quoi, par exemple. Moi, je préfère être dans les bois. Bon, le fractionné, je sais ce que c'est. Je travaille en coach, je sais ce que c'est, etc. Et puis, ayant toute l'expérience que j'ai derrière moi, j'arrive à me personnaliser mon entraînement. Après, ayant travaillé chez Decathlon, on m'a proposé de faire des sorties d'initiation de trail pour des clients. Je fais ça maintenant depuis 4 ans. Donc, j'ai des débutants, j'ai des gens qui n'ont jamais couru sur un terrain autre que de la route. Et du coup, je leur permets de s'initier à un autre terrain. Et d'année en année, j'ai réussi à créer différents groupes. Donc là, par exemple, samedi prochain, je propose aux novices, mais ceux qui démarrent vraiment la course à pied, parce qu'il y avait une demande. Et qu'à chaque fois, je disais, ben non, il faut déjà savoir au moins courir 10 km. Et en fait, ils se retrouvaient un petit peu à l'écart et ça m'embêtait. Donc là, on tente avec quelques novices samedi. Et puis dimanche, c'est pour ceux qui n'ont jamais réussi à passer le cap des 12-15 km et qui n'osent pas et qui se disent non, je ne suis pas capable de faire 20. Alors qu'en fait, ils ne sont pas très loin. Et il suffit juste de les accompagner un peu et puis de dédramatiser voilà, leur façon de s'entraîner ou autre, parce que souvent, en fait, on pointe du doigt. Et puis, moi, ça se passe toujours dans une ambiance plutôt conviviale et tranquille, il n'y a pas de chrono. Et le but, c'est de les emmener voilà, à leur objectif, tout en étant dans le plaisir. Après, s'ils veulent persévérer et faire un temps, ça sera autre chose. Là, je les emmène sur une préparation d'un 20 km. Donc, ce sont des gens qui courent depuis un petit moment, qui sont déjà venus à mes activités, qui voient à peu près ce que j'attends d'eux, ce qu'il faut qu'ils fassent à côté. Ils ont leur entraînement à côté. Et puis, samedi, voilà, dimanche, on va pouvoir passer le cap. Et il y a des gens qui, eux, sont déjà trailers longue distance, qui vont nous accompagner et qui seront là pour les encourager et les accompagner, voilà, soit sous forme de binôme, leur dire, voilà, tiens bon, c'est bien, respire, etc. Si tu veux, on marche, il n'y a pas de problème, on peut finir en rando trail, mais les emmener jusqu'au bout. Voilà. Tout se fait au départ du magasin et ensuite, toi, tu les prends en charge Ah avec ton non, non, expérience. toi, un tournant, c'est pas, il n'y a pas, il y a Oui, pas de terrain trail. Donc, c'est pas du trail comme je l'entends. Parce qu'il y a du trail chemin propre, comme on dit. Donc, c'est un chemin très propre, etc., avec des petits cailloux, mais sans plus. Et là, en fait, je les prépare plus à un terrain un peu plus technique, avec un peu plus de dénivelé que sur Tour Nord, quoi. Donc, quand on est dans les bois, on part là de Nousilly. Et donc, on va sur un parcours de 20 km. C'est uniquement un parcours boisé. tu officies comme coach, comme accompagnatrice avec des personnes qui, au départ, n'étaient pas forcément prédisposées à cette pratique-là. Qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil quand ils viennent vers toi pour cette prise de contact? Quelles sont tes recommandations et comment tu les mets en confiance? Alors, quand ils viennent pour la première fois, je leur demande déjà s'ils sont issus d'un club d'athlètes, si c'est une envie comme ça subite de se mettre au trail, si c'est parce qu'ils ont eu des problèmes d'articulation et qu'on leur a dit fais plus de forêt et moins de bitume. Enfin, on essaye de cibler un petit peu et puis leurs besoins et pourquoi ils sont là. Alors évidemment, dans un groupe, c'est assez varié. Donc généralement, la première sortie, quand je commence en septembre à peu près, on est sur un 8 km et à la frontale. Souvent, il fait nuit. Donc, à la frontale, c'est assez ludique.
Et puis, on est un groupe, donc du coup, il y a moins d'appréhension à courir de nuit. Par contre, on ne voit pas où on met les pieds, quoi. C'est ça le truc. Donc, on va courir très doucement, de nuit. C'est ludique. On va échanger. Voilà. S'il y en a qui ont besoin de marcher, on va marcher. Et là, comme ça, je peux cerner à peu près quels sont ceux qui ont des appréhensions, qui ont un problème de souffle, etc. On va parler, discuter. Et en fait, on passe un bon moment. Voilà. Donc après, quand arrivent les beaux jours, si ces gens sont toujours là, voilà, on voit à peu près comment ils ont évolué parce qu'on n'attend pas l'animation mensuelle pour progresser. Hein. Voilà, donc eux, ils ont leurs propres entraînements à côté. S'ils ont besoin, je les aiguille. Sinon, je les envoie vers un coach personnalisé. Et après, il y en a qui veulent juste courir pour le plaisir. Mais ils veulent absolument faire au moins 10 kilomètres. D'autres me disent, il y en a, ça fait 3-4 ans déjà qu'ils viennent, mais ça y est, ils sont devenus ultra-trailers. Donc, l'objectif est atteint. Alors, si on peut, ne serait-ce que par une sortie comme ça, sans pression et joviale, donner l'envie et puis voir où ils en sont arrivés maintenant, je trouve ça génial. Donc, je suis à l'écoute. Je leur donne les clés. Je leur dis aussi ce qu'il faut faire en termes d'hydratation, d'alimentation et le matériel à utiliser. Voilà. Et ensuite, au fur et à mesure des sessions, on voit s'il y a progression ou pas. Et puis, ouais, je les oriente. Hein. Alors, est-ce qu'ils sont tous équipés de matériel que propose le magasin Decathlon? Ou est-ce que... Alors non, pas tous. Alors moi, souvent, bien évidemment, que je vais proposer le matériel Decathlon, puisque rapport qualité-prix, franchement, pas trouver mieux. Donc très souvent, effectivement, au départ, ils vont tous chez Decathlon. Je leur demande à partir d'un certain nombre de kilomètres et de temps d'effort d'avoir au moins un camel avec des flasques pour s'hydrater. C'est important pour la récupération, mais aussi pour éviter les problèmes de tendinite, de déshydratation et tout ce qui peut s'en suivre au niveau des complications. D'avoir au moins de quoi s'alimenter parce qu'en fait, sinon ils risquent aussi l'hypoglycémie. Donc, je leur explique un petit peu comment manger et boire sur un parcours. Sachant quand il fait chaud ou froid, voilà, c'est pareil, c'est un peu différent. On va manger plus ceci ou plus cela, boire plus cela. Voilà, je leur propose en fait tout le matériel nécessaire pour qu'ils soient bien, parce que de toute façon, dès la première approche, on voit bien ceux qui arrivent avec des chaussures de tennis pour faire un trail, c'est pas possible. Et ceux qui sont en t-shirt coton, qui sont trempés au bout d'une heure et qui ont froid et qui claquent des dents et qui ont soif et puis qui commencent à devenir blancs, c'est pas normal. Donc déjà, voilà, j'ai dû, pendant certaines sessions, demander à des gens au bout de 2 kilomètres de revenir à leur voiture. Je leur ai dit non, vous ne continuez pas. C'est trop dangereux. De la pédagogie et un minimum de matériel pour pouvoir profiter et réaliser une séance qui soit, on va dire, convenable. Parce que c'est vrai que si au bout de 2 kilomètres, ça commence à glisser de partout avec des chaussures qui ne sont pas adaptées, la sortie risque d'être longue et c'est pas forcément le but. Ils ne seront pas dans le plaisir, ils vont avoir mal au tendon d'Achille, ils vont avoir des ampoules et ils n'auront pas envie de continuer la course à pied. Il suffit de leur expliquer qu'il y a quand même un b.a.-ba, il y a des bases à connaître, à savoir, et que comme dans tout, il faut partir avec du bon matériel et ensuite, on peut commencer à s'entraîner. Alors, en termes de testing, parce que tu le réalises également avec ce magasin, quel est ton regard, quel est ton œil, quelles sont les attentes quand on parle de testing dans la firme Decathlon? Alors moi, j'étais au rayon running avant. Donc, je testais déjà les produits en tant que vendeuse puisque j'achetais directement dans mon rayon. J'ai toujours été satisfaite des produits Decathlon, toujours. Voilà. Après, même en faisant des courses longues et autres, je voyais d'autres copains qui s'habillaient dans d'autres marques. Je comprenais pas pourquoi. C'était 2 fois plus cher et c'était la même chose. Enfin, c'était mon point de vue. Bref. Bon, et puis après, naturellement, j'ai proposé à Decathlon de tester leurs produits puisqu'ils cherchaient une ambassadrice, entre guillemets. Et c'est naturellement que je l'ai fait finalement. Donc, voilà. Après, on attend en fait des ambassadeurs, non seulement qu'ils utilisent des produits Decathlon, mais qu'ils fassent des remontées d'informations.
voilà, et que on soit là pour véhiculer l'image aussi du magasin. Et j'ai donc fait mes ultras avec voilà, le matériel Décathlon. Alors, une exception, au départ, c'était les chaussures. Parce qu'en trail, au départ, Décathlon n'était pas encore tout à fait au point. Et puis, bah, là, ça a été une révélation il y a 3-4 ans. Là, ils ont vraiment très, très bien évolué dans ce sens. Et je ne cours qu'avec ça. Voilà. Avec la Evadict, la MT. Et du coup, je l'ai fait tester à mes coureurs. Et ils en sont tous très satisfaits. Donc, je suis contente. Donc, par tes retours, vous avez pu faire évoluer finalement les produits pour Ouais. avoir aujourd'hui quelque chose qui corresponde aux attentes et ce que tu vois sur le terrain. Ayant Ah oui, pratiqué complètement. et utilisé ces chaussures lors de courses et de trails, tu es légitime pour en parler. Enfin, tu as cette crédibilité-là. Exactement. En fait, donc, je fais remonter les informations au chef de produit. Je ne suis pas la seule ambassadrice, hein, il y en a partout en France. Et ils font aussi intervenir des champions et des gens qui ont du poids aussi en termes de course à pied, voilà, qui ont une image, qui eux testent les produits. Et quand on dit que Bruno Pounard ou Thierry Dubreuil voilà, courent avec ces produits, ou à un moment donné, ça a été aussi, comment il s'appelle il me semble qu'il y a eu Ténard et puis Sherpa qui a aussi utilisé du matériel. À l'époque, c'était du Quechua. Mais du coup, ça parle et ça permet de faire évoluer aussi énormément parce que quand on a les retours de ces coureurs, on se dit, bon, bah voilà, moi, je suis à mon échelle un petit coureur. Mais quand c'est un champion qui parle, voilà, ça a quand même beaucoup plus de poids. Et surtout que eux, ils vont courir beaucoup plus que nous en semaine. Ils vont avoir des entraînements ultra longs et ils vont user beaucoup plus en montagne sur des terrains techniques. Hein. Voilà, alors que nous, on va peut-être aller une fois par mois au Mont d'Or, utiliser de la chaussure. Il n'y a pas forcément de pierrier, où il n'y a pas besoin de pare-pierre ou des choses comme ça. Donc tous ces détails-là ont fait évoluer la chaussure. Et là, du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment une très, très bonne chaussure. Le camelback, c'est pareil. J'avais fait remonter des infos parce que je trouvais que le camel était trop petit, pas pratique. Quand on est sur un ultra, on a des matériels obligatoires. Du coup, on se retrouvait comme une tortue engoncée à être serré de partout. Et là, ils ont étudié un camel à 15 litres extensible qui vaut largement une autre marque. Euh, Bah, je l'ai testé sur le Bourbon. Là, c'était 112 km. Et il est vraiment très, très bien. Alors, le fait d'être une femme, Laurence, sur le trail et là, dans les testings et les rassemblements que tu proposes aux coureurs sur la région de Tourangelle, est-ce que bah, ça ouvre peut-être des portes à des personnes donc de la gente féminine qui n'auraient peut-être pas osé s'approcher d'un club ou d'un groupe pour pratiquer le trail? Est-ce que tu constates justement un engouement de la part d'athlètes donc de la gente féminine pour bah, ces opérations que tu mets en place? Alors, il y a un engouement sans aucun doute concernant le trail, la jante féminine. Euh, Au départ, mes initiations décathlon étaient destinées aux femmes, puisqu'il y avait un ambassadeur homme. Et, et du coup, je m'étais orientée, j'avais ciblé une clientèle féminine, parce qu'il y a des choses dont on n'aborde jamais quand on fait de la course à pied et qu'on est avec les hommes. Donc voilà, je dis, on aborde les règles, la ménopause, voilà comment on fait pour courir, voilà, voilà c'est des choses pratiques. Et puis quand on est une femme et qu'on a ceci, on a cela, on a une forte poitrine, enfin voilà, c'est des détails féminins dont elle n'ose jamais parler quand on a un groupe mixte. Donc tout ça, on va l'aborder et puis sereinement, c'est du partage, etc. Et puis finalement, au final, ce sont les femmes qui m'ont dit, mais oh, c'est franchement génial. Et à chaque fois, nos maris nous disent, mais pourquoi on n'a pas le droit de venir? Donc du coup, j'ai élargi le groupe et j'ai permis aux hommes de venir. Bon, par contre, voilà, ils sont obligés de partager nos conversations. Mais c'est pas plus mal, comme ça, ils sont au courant de tout. Et puis, ça désacralise un peu plein de choses et eux, finalement, se mettent à se livrer sur certaines choses aussi. Et puis, comme je suis aide-soignante,
ben, forcément, on fait tomber les masques. Et puis, il y a des choses que je peux aborder avec eux qu'ils n'oseraient peut-être pas aborder forcément parce que, voilà, d'un point de vue orgueil ou virilité, des fois, voilà, c'est difficile d'aborder certains sujets, quoi. Donc, on parle de tout. Mais tu as cette qualité d'écoute qui permet, pendant la pratique finalement du trail et du running, aux personnes, masculins ou féminins, de se confier finalement. Euh, oui, c'est un petit peu... voilà, bon, à Decathlon, j'étais vendeuse à l'écoute. Dans mon métier d'aide-soignante, je suis à l'écoute. Quand j'étais prof de danse, forcément, on est à l'écoute des difficultés de chacune, hein, puisque pareil, quand je travaillais dans les associations, je voyais des femmes qui arrivaient avec les t-shirts jusqu'en bas des chevilles, et puis à la fin d'année, quand le t-shirt arrivait au niveau des hanches, ben, je me disais, ça y est, elle est bien dans sa peau, et il y avait la danse, mais ça servait aussi un peu de thérapie. Et donc, il a fallu être à l'écoute aussi de certains problèmes pour qu'elle puisse s'exprimer et s'ouvrir, et puis exprimer aussi par le corps. Et en course à pied, il y a plein de choses aussi qui font que les gens n'arrivent pas forcément à se libérer et à respirer. Voilà, c'est ce que je retrouve aussi dans le massage. Alors, tu me tends une perche, justement, sur cette activité que tu mènes en parallèle, hein, de toutes les autres activités d'aide-soignante et de coach, testeuse, ambassadrice donc, de la firme Decathlon. Tu exerces également comme masso-relaxologue. Alors, est-ce que tu peux en dire plus sur cette activité et comment tu as découvert ce don, ce talent? Euh, Étant toujours dans le soin, je massais beaucoup mes proches. Et en tant qu'aide-soignante, je pratique aussi le massage, mais alors c'est un massage bienveillant qui vise à apporter du confort à des personnes qui sont grabataires, alitées et douloureuses, et qui ont besoin de réconfort. Et tout naturellement, je masse. Spontanément, je masse. Voilà, mon surnom, c'est Poupouille. Et dès que quelqu'un est mal quelque part, c'est Laurence, tu peux pas masser, j'ai mal là, etc. Mes collègues aussi au boulot. Donc, quand j'ai arrêté l'activité cardio, c'était aussi pour me préserver physiquement parce que j'étais aide-soignante le matin, je donnais des cours de cardio jusqu'à 22 heures. Et à côté, j'avais mon activité passion trail. Et je me disais, je ne vais pas tenir le coup jusqu'à 60 ans comme ça. Donc, il faut que j'arrive à me préserver sur un créneau. Donc, j'ai arrêté les activités cardio. Ça faisait 26 ans que j'en donnais des cours. C'est déjà pas mal. J'ai tourné une page et spontanément, en fait, je me suis tournée vers le massage. Alors, au départ, je devais masser les aidants à domicile puisque eux, ils sont un petit peu seuls, puisqu'ils s'occupent toujours de leurs conjoints ou de leurs enfants. Mais on ne s'occupe pas d'eux, ils n'ont pas le temps de s'occuper d'eux. Et puis, au final, ça n'a pas été possible parce que s'ils lâchent prise, ils ne peuvent plus s'occuper des autres. Donc, n'ayant pas suffisamment de demandes, je me suis tournée vers mon autre pôle de prédilection, c'est le sport. Et donc, j'ai suivi une formation pendant 2 ans. Voilà. Et puis, j'ai été voir dans cet institut du sport si ils étaient OK pour me permettre de travailler à leur côté. Et il y a mon collègue aussi qui s'est présenté et on a décidé d'intégrer donc, cet institut de thérapie du sport avec les kinés, un ostéo, une nutritionniste, un préparateur mental. Et le pôle tourne autour du sport. Un véritable staff pour des athlètes qui auraient besoin justement de différents soins. Ah, tout à fait. Alors, les massages qu'on leur propose, ce sont des massages de récupération et de relaxation. Les deux vont de pair. Alors, très souvent, moi qui suis issue du trail, forcément, j'ai beaucoup plus de trailers, de triathlètes et des cyclistes. Donc, c'est en vue d'un objectif. Donc, ils viennent pour un massage, on va dire, de préparation. Tout d'abord, pour faire connaissance avec le massage. Donc, c'est suite à un entraînement ou une course qui a eu lieu en local. Ensuite, ils me disent, voilà, j'aimerais bien faire l'Ironman ou les Templiers. Voilà.
tous les hospitaliers, effectivement. Et là, je leur dis, bon, écoutez, vous pouvez rentrer dans votre préparation. Donc, c'est-à-dire que les gens viennent au moment où ils sont dans leur plus grosse charge d'entraînement. Souvent, ils se sentent fatigués, ils ont des douleurs, ils collent au plancher. Et c'est là qu'en fait intervient le massage pour permettre de rebooster, de rapporter de l'oxygène, des nutriments dans les muscles et de mieux récupérer afin de relancer derrière. Donc, c'est un moment aussi où on va faire un bilan, un point sur où ils en sont dans leur entraînement, comment ils vont physiquement, mais mentalement, psychologiquement, et puis à côté. Parce qu'en fait, il y a effectivement la préparation, mais il y a la vie personnelle à côté. On ne prend pas en compte souvent les enfants, le stress familial, le boulot. Là, avec le Covid, en plus, beaucoup de gens ont perdu leur travail, etc. Donc, on fait un bilan et on met en place des choses aussi par rapport à l'alimentation. Qu'est-ce qui a péché, pourquoi ils auraient eu telle ou telle douleur. Et puis, des fois, je vais les orienter vers le kiné ou l'ostéo. Voilà. Et puis ensuite, je fais un massage juste avant course, donc qui permet en fait de décrocher, déconnecter un petit peu pour bien respirer. Et puis il peut y avoir un massage aussi qui a lieu un quart d'heure avant la course. Donc ça, c'est un massage de chauffe musculaire. Mais ça, il faut que je sois sur le lieu de la course. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire, est-ce que tu accompagnes sur des grandes courses des trailers qui vont justement avoir besoin de ce massage pour peut-être avant la course, mais après, pendant l'effort, être remis d'aplomb? Alors non, je l'ai fait pour mon conjoint, puisque j'ai été son assistante sur des ultras. Après, il ne faut pas trop chercher non plus à détendre le muscle en plein effort. Voilà, ça peut se retourner un petit peu, voilà, se transformer en crampounette après aussi derrière. Donc, ça dépend de l'état du muscle en fait, mais ça, on peut le jauger qu'au moment où on le touche. On va savoir ce qu'il faut faire exactement. Mais on m'a pas demandé encore d'accompagner sur un ultra une personne pour l'assister de ce côté-là. Très souvent, voilà, c'est le massage qu'on fait à mi-chemin. Voilà, 2 jours avant la course pour déconnecter, relaxer, et puis le massage d'après pour récupérer, qui a lieu, alors on dit dans les 48 heures, mais en fonction, pour ma part, de la tension musculaire. Voilà, il se peut qu'au départ, je fasse un massage qui soit relativement léger, parce qu'en fait, si on tape trop dedans, le muscle va se recontracter. Le but, c'est de l'assouplir. Et très souvent, les gens sont obligés de revenir quelques jours après pour que je puisse travailler un peu plus en profondeur. Est-ce qu'en tant que sportif, Laurence, on peut évaluer soi-même la tension d'un muscle? Pour connaître un petit peu les douleurs que l'on peut avoir après un ultra ou voilà, même une course au-delà de 40 km, à partir de 50, voilà, je les connais les douleurs. Je sais où ça fait mal. Donc, je sais quand je passe mes mains, ils me disent ah, mais c'est exactement là que j'ai mal. Je sais bien, j'ai les mêmes. Voilà. Et je sais aussi que voilà, ces douleurs peuvent être liées à un problème qui vient d'ailleurs, ou parce que ils n'ont pas suffisamment bu, ou parce que en fait, quand on a vécu tout ça, après, on se rend compte avec l'expérience, voilà, de ce qui a pu clocher à un moment donné ou à un autre sur le parcours. Et ça, c'est génial quand on peut aider les gens à trouver des solutions derrière pour le prochain. Voilà, parce qu'il y en a qui me disent ouais, mais j'ai bu 1 litre. Un litre sur 50 km, c'est pas assez. Ah bon? Bah non. Bah oui, mais mes flasques étaient vides et flemme, j'avais pas envie de les remplir au ravito. Bon, tout ça, c'est des choses qu'on leur avait dit en amont. Ils n'ont pas écouté forcément. Ils l'ont vécu, ils ont des crampes, ils ont les tendons super raides, voilà, ils peuvent plus grimper les marches, ça dure des semaines. Au niveau de la récup, c'est pas normal, quoi. Donc voilà, on peut se dire ouais, pour un premier, j'ai fait des erreurs, donc j'en tire des leçons et la fois d'après, je fais mieux et je me renseigne sur ce qu'il faut aussi mettre dans le camel, sur ce qu'il faut manger. Ça, c'est très important. Ouais, surtout sur un ultra, hein. On va pas se nourrir uniquement de ce qu'on trouve sur le ravitaillement. Et au quotidien, comment on peut soi-même
se prodiguer? Est-ce que c'est possible de s'automasser correctement? Et est-ce que tu aurais des petites astuces pour les auditeurs et moi-même en tant que plutôt routier, hein, moi je suis pas trop trailer, mais comment faire disparaître certaines tensions? Est-ce que c'est quelque chose d'obligatoire avant ou après une séance? Dis-nous tout. Alors moi, je pars du principe qu'avant une séance, il faut s'échauffer. On part pas à froid. Ça évite bien des traumas et ça évite de partir trop vite. Et on chauffe la voiture, donc on fait la même chose avec le corps. Voilà. Il faut aussi en amont avoir bien hydraté son corps, avoir mangé ce qu'il fallait à midi et on emmène ce qu'il faut aussi comme matériel. On s'échauffe et une fois qu'on est bien échauffé, on part pour faire sa séance. Même si c'est un 10 km, il y a un minimum. Voilà, une fois qu'on a fait sa séance, il y a l'école qui est pour les étirements de suite et d'autres après. C'est un peu au ressenti de chacun. Moi, j'attends un peu avant de m'étirer. Je le fais jamais à chaud. J'attends toujours un petit peu et puis je jauge en fonction des tensions que je vais avoir. Voilà, faut apprendre à connaître son corps aussi, à voir un petit peu parce que ce qui est valable pour une personne n'est pas forcément valable pour une autre. Que ce soit pour la nourriture, ce qu'on met dans le camel, la façon de s'entraîner, les chaussures aussi. Voilà. Donc, tout est important. Après, en termes de récupération et de massage, on peut s'automasser. Évidemment, l'effet agréable ne sera pas le même puisqu'on est actif. Donc, il faut toujours masser de bas en haut. Alors, le principe, c'est de malaxer le muscle en remontant avec une huile. Alors, on peut mettre, si on tolère les huiles essentielles, un peu de menthe poivrée, citronnée, eucalyptus ou la moutérie. Donc, par contre, il faut doser. On met pas la moitié de la bouteille, parce que c'est quand même des huiles essentielles. Oui, parce qu'on risque d'embaumer aussi toute la maison. Oh, bah, ça sent bon quand même. Bon, on a un peu l'impression d'être dans un cabinet de kiné pendant une semaine après, mais après, sinon, il y a des huiles toutes faites à base d'arnica que vous pouvez utiliser. Mais le simple fait de masser déjà en remontant, ne serait-ce qu'au niveau des jambes, ça fait du bien. Après, passer ses jambes sous l'eau froide avec la douche en remontant. Voilà. Et puis, garder un petit peu les jambes en l'air après. Et puis, quand on a fait un effort long, on se sent un petit peu lourdeau au niveau des cuisses. On a l'impression des fois que les quadris peuvent se décrocher même quand on fait un gros effort. Donc là, il y a une stade, en fait, les acides lactiques et autres, et puis le muscle qui est un peu tétanisé. Donc là, il faut faire ce qu'on appelle de la récup active. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre sur son canapé que les courbatures passent. Il faut marcher, il faut nager, il faut faire un peu de vélo. On peut aller retrottiner tranquillou, peut-être 2-3 jours après. Rien ne sert de faire un effort violent derrière, par contre. C'est vraiment la récup, ce qu'on appelle active. C'est réactiver un petit peu toute la masse musculaire, les groupes musculaires, pour que tout ça puisse s'oxygéner de nouveau et puis drainer de nouveau. Et le massage active en fait ce principe et permet en fait la cicatrisation de toutes ces petites lésions que sont les courbatures. Et derrière, il faut aussi boire suffisamment après un effort. Est-ce qu'il y a un type d'eau en particulier? On a le droit de faire de la pub. Bon, nous, c'est la Saint-Yor et la Rosana. Voilà. Après, ce sont des eaux qui sont iodées. Enfin, il y a beaucoup de sels minéraux et puis du magnésium. Voilà, qui rapportent en fait tous les sels minéraux que vous avez pu perdre pendant l'effort à travers la sueur aussi, surtout. Et pour éviter de se déshydrater, d'ailleurs, dans mon camel, j'ai toujours une flasque Vichy Ceinture. Maintenant, il y en a beaucoup sur les ravitaillements. Et l'autre flasque qui contient une solution isotonique. Voilà. Et puis, j'ai dans mon camel, j'ai encore une autre poudre perlimpinpin faite maison. Mais sinon, la Saint-Yor, la Rosana, et puis quand on a fait un effort long, derrière, c'est bien de manger un peu de protéines aussi pour aider la fibre musculaire à se reconstruire. Voilà, donc ce sont des choses qui sont à savoir de base, quoi. Voilà.
En termes de durée, quand on s'automasse, combien de temps il Mhm. faut passer sur les différentes zones, différents groupes musculaires pour que ce soit quand même un petit peu efficace sans trop les triturer non plus? Ouais. Allez, je dirais déjà 10 minutes parce que l'automassage, c'est fatigant aussi, hein, puisque c'est vous qui vous l'administrez. Donc, moi, je dirais que voilà, 10-15 minutes, déjà, c'est pas mal, hein. Ouais, ouais, vraiment, c'est pas mal. D'ailleurs, sur les massages après course, parce que je me déplace sur les courses locales, je propose des massages. Voilà, comme ça, c'est généralement entre 10 et 15 minutes, pas plus, hein, pour que les gens puissent voir un petit peu le bénéfice, en fait, de ce que ça peut donner voilà, de se faire masser, puisque beaucoup ne connaissent pas le massage de récupération non plus. Donc, c'est important pour moi de les toucher dans les deux sens du terme pour qu'ils puissent se rendre compte que c'est pas parce qu'on fait juste un 10 km qu'on n'a pas le droit de se faire du bien et de prendre soin de soi. Voilà. Donc, et puis, bah, les gens après ils viennent pas forcément pour les objectifs sportifs, ils viennent nous voir aussi après en dehors. Donc, parce qu'ils ont besoin d'un massage tout court. Ils ont besoin de se détendre. Est-ce Voilà. que tu as constaté avec l'effet Covid, l'effet confinement et donc télétravail, une augmentation dans ton fichier client de personnes qui souffraient justement de troubles, de maux de dos, de choses qui au niveau articulaire pouvaient justement entraîner le besoin et l'envie d'un massage? Alors, il y a eu les deux. Il y a eu les sportifs, voilà, qui n'ayant plus d'objectifs, toutes les courses étaient annulées, sont devenus un peu sédentaires, dépressifs, euh, et qui se sont réveillés en se disant oh là là, faut que je reprenne l'entraînement, ça va pas, ça fait 3 mois que j'ai arrêté, et qui ont tout recommencé mais trop vite et trop dur, qui se sont blessés, qui sont mis à faire toutes les séances de gainage en ligne qu'on pouvait voir sur internet. Et alors là, ça a été ouais, des blessures au niveau, surtout tout ce qui était gainage sur les avant-bras, quoi. Enfin, ils se sont fait mal aux épaules, d'autres au dos. Bon, quand on s'est relâché pendant 3 mois, c'est vrai qu'il y a séance de gainage, quoi. C'est ce qu'on a fait il y a 3 mois, on l'a un peu perdu quelque part. Et puis, le cardio, pareil, on se relance pas sur un 10 bornes, voilà, à temps au kilo, comme quand on a arrêté pendant 3 mois. On sait très bien que pour sa pied, c'est quand même ingrat et qu'il faut recommencer tout doucement. Donc, certains se sont fait très mal. Et puis, il y a ceux aussi qui n'avaient jamais fait de sport. Ils se sont dit, tiens, allez, on va s'entretenir, je vais faire du sport. Et là, même chose. Ils se sont blessés, ils en ont trop fait, ou ils ont fait au-dessus de leur niveau. Bon, ils ont fait un petit peu chacun dans leur coin, finalement. Donc, ils ont fait comme ils ont pu, mais c'était pas adapté. Et puis, il y a eu l'effet aussi télétravail, hein, se retrouver devant un ordi du matin au soir, assis derrière une chaise, derrière voilà, un bureau, euh, avec le stress que ça engendrait, les enfants, les devoirs à faire à la maison, etc. Euh, plus de temps pour souffler. Ça engendrait aussi des problèmes, effectivement, cervico-brachial, des névralgies, des problèmes de dos, puisque inactivité. Voilà. Donc, des gens qui couraient avant d'un bureau à l'autre ou qui grimpaient, qui descendaient les étages pour apporter un dossier, ils se retrouvent à tout faire en ligne, quoi. Puis, à pas bouger de la maison, donc ça, c'était compliqué à gérer. Donc, j'ai une nouvelle clientèle. Ouais. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu serais en mesure de basculer totalement dans cette activité et de lâcher ce métier vocation d'aide-soignante? Ou est-ce que les deux t'apportent finalement un certain équilibre? Non, les deux m'apportent un équilibre. J'ai toujours exercé deux métiers à la fois. Quand j'étais à la fac, je travaillais chez Decathlon. Quand j'étais chez Decathlon, j'étais prof de cardio. Là, je suis aide-soignante et à côté, je peux me permettre d'avoir une autre activité. Et je trouve ça très enrichissant d'avoir plusieurs activités. Voilà, quand c'est possible. Voilà, je trouve les deux complémentaires en fait. Voilà, le matin, j'ai un type de clientèle et l'après-midi, j'en ai une autre. Et ça me permet de rencontrer plein de gens différents et puis c'est très enrichissant. Et le matin, j'ai une clientèle voilà, de patients qui, eux, ont besoin d'être accompagnés dans des pathologies plutôt graves. On les accompagne même jusqu'à la fin. Il y a du soin palliatif. Et l'après-midi, chez toute autre clientèle, des gens qui ont des maux, peut-être
anodins et par rapport à ceux que j'ai eu le matin, mais je leur permets après de relativiser quelque part dans la vie et de se dire, bon, ok, t'es blessé, mais c'est pas si grave que ça. Des courses, il y en a plein. Les montagnes vont pas bouger d'ici l'année prochaine. Et l'accompagnement, il se fait aussi grâce à ce que je vis le matin, l'après-midi. Je me sers un petit peu des deux. C'est de là que tu tires ton énergie peut-être aussi au contact de ces personnes. D'un côté, ils te portent, ils te boostent, et de l'autre côté, tu leur apportes, pour ces personnes qui sont dans la difficulté et parfois en fin de vie, un peu de réconfort et un peu de sourire et Ouais. de joie. Quand on accompagne quelqu'un qui est plus jeune que soi et qu'on sait que la fin est inéluctable, ça a été le cas il y a pas si longtemps avec une personne qui avait pratiquement mon âge, qui me disait sans arrêt si j'avais su, si j'avais su, si j'avais su. Et qui me disait aussi mais profite, mais fais tout ce que tu as envie de faire, ne reporte pas au lendemain, ne dis pas dans 10 ans, n'attends pas la retraite. Ça m'a servi de leçon. Et après cela, j'ai décidé d'écrire une liste de toutes les choses que j'avais envie de faire, des plus simples aux plus folles. Certaines, je les attendrai certainement jamais, mais c'est pas grave, je les ai écrites. Et à chaque fois que je barre une de ces choses que j'ai mis sur ma liste, je pense à elle et je me dis, ça c'est gagné, ça c'est fait en plus. Il faut profiter de l'instant présent, il faut toujours faire de sa journée quelque chose. Il faut toujours avoir fait quelque chose qui vous apporte du plaisir dans la journée et se coucher le soir en disant, voilà, ça a été dur, ça n'a pas été terrible, mais ça c'était bien. Au niveau de l'année 2021, qu'est-ce qui sera à cocher peut-être sur cette liste? Est-ce que tu as des objectifs au niveau course, au niveau professionnel? Ouais, Est-ce que ça va se développer? Enfin, tu utilises peut-être des liens avec. ouais, au niveau professionnel, je suis encore partie sur autre chose. Là, en fait, je suis en train d'assurer mon avenir physique, on va dire, puisque j'ai deux professions qui sont assez physiques, encore une fois, et juste une activité sportive. Mais pour pouvoir perdurer dans mon activité sportive, qui reste un besoin et un plaisir, voilà, je me dis être soignante, c'est physique. En plus, je travaille pour un service de soins infirmiers à domicile, donc on est seul à domicile, on vit des situations voilà, qui sont assez difficiles et lourdes physiquement aussi. On est seul. Donc, je prépare un petit peu ma sortie pour le futur et donc j'ai demandé une formation pour devenir formatrice adulte, parce que là, je suis à la cinquantaine et j'ai besoin de transmettre maintenant tout ce que je sais, mon expérience, et j'ai envie de le partager avec des personnes qui souhaitent être dans le soin. Donc, pour l'instant, j'ai pas encore de public ciblé. Je commence la formation. Et ensuite, ce sera à moi d'élaborer mes modules dans lesquels j'intégrerai aussi certainement le massage, puisque ce sera pour aborder les soins auprès de personnes qui sont difficiles, comme les personnes qui ont Alzheimer ou les personnes qui ont besoin de soins de confort. Voilà, donc j'ai besoin de transmettre en fait tout ce que j'ai appris jusqu'à présent. Et puis pourquoi pas en faire du coup peut-être mon seul et unique métier. Après, on verra chaque chose en son temps. Oui, tu Voilà. trouveras peut-être une deuxième activité en complément de cette autre activité, vu que tu en as toujours eu deux. Ce sera une deuxième avec toujours le fil conducteur du sport, la transmission et l'échange. Ça, c'est des valeurs qui te sont propres. Oui, tout à fait. Ouais, c'est toujours très important. Et puis, j'aime bien aussi aider les gens à démarrer dans leur activité quand ils ont. Voilà, j'ai eu des coups de cœur comme les cookies Stay Active, par exemple. On s'entend très bien. Et puis, du coup, je suis ravie maintenant de voir ce qui se passe pour elles aussi en ce moment. Quand je crois dans des choses et des projets, j'aime bien être là pour soutenir les gens aussi. Ouais. Ce sera quoi cette année 2021, voire 2022, si on se projette un petit peu plus loin avec le retour des courses? 2021, pour l'instant, là, j'ai comme projet, en trail, je me suis inscrite à un trail en Ariège. C'est un 47 km. J'ai pas voulu faire plus parce que ça fait longtemps que j'ai pas. Enfin, j'ai fait le GR20 en septembre, mais c'était en sac à dos. Donc c'était déjà pour moi un bel exploit sportif, mais c'était pas un mode trail et du coup, j'ai pas assez fait de montagne pour une île de trail d'entraînement. Donc, je commence par
que un 47 pour moi. Que un 47, bon, ça va alors. Ouais, mais pour moi, c'est déjà suffisant, je pense, là, pour reprendre et puis prendre du dénivelé. Je vais m'entraîner avec ce que je peux dans le coin. Je me mets jamais la pression. De toute façon, quand je pars sur un trail ou même un ultra, je pars voir de nouveaux paysages, je pars faire une belle aventure et je pars en rando dans ma tête. Comme ça, je me mets pas la presse et je veux juste passer les barrières horaires et prendre plaisir et arriver au bout de me dire waouh, c'était top. Donc, tu deviens raisonnable avec Ouais, l'expérience, les années je deviens faisant. raisonnable. Ouais, c'est ce que tout le monde me dit. Ils me disent, mais comment ça, t'as pas choisi direct l'ultra? Non, je deviens raisonnable. Je me rends compte aussi de mes capacités physiques. Et voilà, j'atteins la cinquantaine. Par rapport à mon boulot, il faut que je sois en forme. J'ai pas le droit d'être blessée parce que j'ai fait n'importe quoi le week-end. Mon activité d'aide-soignante, c'est primordial. J'ai un boulot qui me demande aussi d'être en forme et de ne pas avoir de problème de dos. Parce que soulever des gens, c'est pas souvent évident. Donc, j'essaie de m'épargner par rapport à mon travail. Et puis, par contre, je voudrais boucler la boucle en 2022 avec le Grand Raid de la Réunion. J'ai fait le Bourbon, mais là, j'aimerais bien arriver à boucler la boucle, les ultras. Et si j'arrive à le faire, eh bien, je serai heureuse et puis je tournerai la page sur les ultras et je partirai sur des distances beaucoup moins élevées après. Mais toujours en prenant du plaisir, ce côté passion qui est présent dans toutes les Ah, courses bah sur oui, lesquelles tu toujours t'alignes. plaisir. Bah, sinon, je ne m'inscris pas. Ça sert à rien. Enfin, je vois pas l'intérêt de s'inscrire sur une course en se disant, oh là là, enfin, évidemment qu'on passe par des phases, on se demande ce qu'on fout là, qu'est-ce qui m'a pris, enfin, ça, mais c'est normal. C'est normal. On demande à son corps de faire quelque chose qu'on ferait en survie parce qu'on est obligé de s'exiler ou quand on est migrant ou des choses comme ça. Et donc, on paye pour faire des efforts longs. Alors, je me dis que j'ai pas le droit de me plaindre parce qu'il y a des pays où voilà, ils sont obligés de fuir et ils font exactement la même chose. Ils n'ont pas de camel, ils sont pieds nus. Et donc, moi, je n'ai pas le droit de me plaindre. J'ai décidé de le faire. Je dois le vivre pleinement. Et sur mon chemin, je croise des gens, je fais de belles rencontres. Et je croise aussi des gens qui sont en difficulté. Donc, bah, je les emmène jusqu'au ravitaillement, je les soigne. Je leur donne un anti-vomitif, un spa de fond. Voilà, enfin bref, sur le Bourbon, juste avant d'arriver en haut du Maïdo, il y a un coureur qui titubait, il vomissait. Je lui dis, bah, attends, il y a une paroi qui est super glissante, je suis presque nuit, c'est un peu dangereux. T'attends là, je vais chercher quelqu'un. Ouais, je m'arrête. Par contre, il faut juste que je sois dans les barrières horaires parce que C'est je ça. parle beaucoup. Donc, heureux les coureurs qui te croiseront sur leur route. S'ils sont en difficulté, ils savent que leur Ouais, bonne étoile sera là. je suis Saint-Bernard, quoi. Sans le tonneau ou avec le tonneau. Non, j'ai une petite pochette devant, tu vois, qui est remplie de. C'est ma trousse de soins. Voilà, et quand je passe la ligne finisher, c'est que du bonheur. Bon, bah ça, c'est tout ce qu'on te souhaite sur ces futurs objectifs avec en point de mire 2022 ce grand raid. Laurence, sur quel réseau, sur quel support les gens peuvent te retrouver, que ce soit pour le coaching avec le magasin Decathlon ou cette activité de massage? Alors, pour les activités Décathlon, il suffit, alors, soit si les gens ont la carte de fidélité, généralement, ils reçoivent en fonction des produits qu'ils ont achetés une invitation. Sinon, ils vont sur decathlon.com et ils cherchent les activités par ville et par date et ils s'inscrivent sur le lien en direct. Voilà. Ils auront tout le descriptif de ce que je propose. Après, mon support principal, c'est Facebook. Voilà, je poste généralement même les activités que je vais faire sur Facebook. Donc, c'est sur le profil Laurence Masso Relaxologue. Donc, je remettrai tous les liens Euh, voilà. que tu me donnes sur les notes de l'épisode pour que les gens puissent te retrouver. Voilà, j'ai pas forcément de site web parce qu'en fait, finalement, je fonctionne beaucoup avec le bouche à oreille, mes activités, et puis je vais sur les trails, je vais sur le terrain, et bon, finalement, ma clientèle, elle se fait comme ça, voilà, par le bouche à oreille. Après, de temps en temps, bon, je vais peut-être faire un petit peu de pub, mais c'est vrai que pour l'instant, voilà, ça s'est toujours profilé comme ça. Voilà.
Donc, on verra par la suite. Exactement. Bon, en tout cas, merci d'avoir été l'invité du podcast aujourd'hui, d'avoir présenté ce pan de ta personnalité et de cette activité que tu mènes au quotidien, à savoir masso-relaxologue. Je souhaite que dans les années à venir, tu puisses encore développer toutes ces facettes. Et je te remercie en tout cas aussi beaucoup de m'avoir permis de m'exprimer pour expliquer un petit peu tout ça. Et puis, je t'invite vivement à venir prendre rendez-vous alors. C'est mieux que l'automassage. Pour essayer, oui, ça c'est une bonne opportunité. Puis on pourra en reparler sur le podcast à nouveau les différents échanges. Il faut essayer pour l'approuver, c'est ça. Bon, écoute, on va essayer de caler ça. Et puis, moi, je te remercie à nouveau et je te souhaite une bonne saison à venir. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.